Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper original. Je suis tombé dessus par hasard et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est le mot, c'est le nom, c'est le titre qui m'a fait cliquer et d'ailleurs ça m'a vraiment intéressé parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. On va parler de l'oniomanie. Alors qu'est-ce que l'oniomanie? On attaque direct l'émission, ce coup-ci il n'y a pas l'introduction d'usage parce que je suis obligé de rentrer dans le vif du sujet. L'oniomanie, c'est un trouble lié à l'achat compulsif ou familièrement, on va employer le terme de fièvre acheteuse. C'est une manie qui consiste finalement à dépenser son argent de manière compulsive, sans aucune cohérence. On pourrait même employer ce terme d'ailleurs, sans chercher même à se freiner. On a ce besoin frénétique de dépenser. Donc ça a été découvert en Allemagne à la fin du 19e siècle par le psychiatre allemand Emil Kraepelin. Et c'est un terme qui veut dire la folie des prix. Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est un comportement que l'on observe chez certaines personnes qui vont avoir un trouble obsessionnel de vouloir dépenser leur argent dans des achats. Parfois même sans aucune raison, pour des choses qu'ils possèdent déjà et de façon totalement folle. Parce qu'à des moments, il y a des gens qui vont se mettre en danger. Donc dans cette émission, j'ai une petite base qui va me permettre de creuser un peu le sujet. Je ne vais pas faire une énorme émission parce que ce n'est pas ma spécialité et pourtant ça me concerne, ça nous concerne parce qu'effectivement, dans la mesure où tu es oniomane, eh bien, tu vas avoir des problèmes pour investir et je pense que c'est un petit peu l'opposé de nos positions à nous, les investisseurs, mais bon, voilà. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir ce pan aussi de personnalité qui peut être révélé chez certaines personnes. Et donc, c'est tout un, comment je vais dire, c'est toute une pathologie qui s'est révélée à moi en m'intéressant à ces sujets-là. Et je pense que c'est relativement intéressant de voir ce type de comportements qui peuvent pourrir la vie de certaines personnes. Bref, sans plus de transition, et avant d'attaquer l'émission, laisse-moi te rappeler l'usage de ces émissions. Laisse-moi des avis et un commentaire là où tu m'écoutes ou alors prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Sinon, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Je suis pas inquiet, tu vas trouver. Et puis sans plus de transition, Patrick, on attaque l'émission. À Marseille, Marion est depuis quelques années une professionnelle de la carte bleue qui chauffe. Allez, c'est là, chérie. Et coucou. Oh, j'adore. Pour sa virée shopping, elle craque d'abord pour ses tatanes à 70 € et hésite entre deux maillots de bain à 130 € pièce. Viens voir, qu'est-ce que t'en penses? Il est beau, hein? Ouais. Oh, il est sublime. Ouais, il va bien. J'adore. Bon, ben voilà. Marion aime tellement la mode qu'elle est devenue influenceuse. Une petite combine bien pratique. Bon, moi, je t'en offre un. Oh, merci. Bah non, merci à toi. Oh, mais c'est trop gentil. Ce maillot de bain, c'est offert par la maison. En échange, Marion leur fera de la publicité. Sur ses réseaux sociaux, elle partage ses derniers coups de cœur avec ses 120 000 abonnés. Ça va, sœur? Ça va et toi? Ça va. Mais 120 000 abonnés, c'est loin d'être suffisant pour avoir les faveurs de toutes les marques. Oh, j'aime ça. Oh, oui, c'est beau. Alors Marion ne va pas pouvoir résister bien longtemps à ses pulsions d'achat. Ça, j'adore. Oh, c'est trop mais mignon. ça Oh, regarde. Putain, ça, c'est beau. Hein. Caresse. Très vite, elle étanche sa soif de shopping avec des sous-vêtements. Et cette fois, elle paye tout. Si vous l'avez en L, celui-là, Oui, je bien le veux sûr. bien. Un maillot de bain pour son compagnon, un jogging pour sa fille aînée. C'est 120 €. Alors après, c'est une marque. Et puis, c'est pour mon ado. Et les ados, ils aiment bien un peu les marques. Mais aussi une bougie et des objets de décoration. En à peine une matinée, elle aura dépensé plus de 750 €. À bientôt. Marion est loin d'être la seule à faire exploser régulièrement son porte-monnaie. Bon, je vais peut-être te surprendre, mais tout n'est pas négatif dans cette affaire malgré tout. Il faut quand même le reconnaître. Elle a une excellente idée. En voulant devenir influenceuse, elle va contrebalancer l'aspect négatif de ses comportements et ça montre que même dans les situations les plus critiques, les plus négatives, les moins vertueuses, il y a malgré tout des choses à faire. Et je valide. Elle a totalement raison. Si elle arrive à se faire offrir des choses, si elle arrive par ce vecteur
à finalement étancher sa soif de dépense tout en la limitant, voire même en l'annulant, mais ma foi, écoute, tant mieux pour elle, ça part finalement d'un vice qu'elle aura réussi à rendre vertueux. Comme quoi, tout est possible et avant même que j'aille sur le terrain sur lequel je vais t'amener, il est important pour moi que tu notes dans un coin de ta tête cette caractéristique essentielle. Il n'y a jamais de position, de situation, de résultat négatif. Tout ce qui t'arrive, même si ça paraît être vraiment pas bon pour toi, en réalité, tu peux le tourner à ton avantage. Et si tu arrives à conserver cette mentalité autant que tu le peux, et encore une fois, quoi qu'il t'arrive, je te garantis que tôt ou tard, tu auras des résultats au-delà de ce que tu imagines. Et bon, ce sujet-là, moi, je veux le souligner parce que ce n'était pas la raison pour laquelle j'ai fait cette émission, je le reconnais, mais c'est vrai que c'est, de mon point de vue, vraiment une compétence que trop peu de personnes cultivent et essayent de faire grandir, à savoir transformer une situation négative en une situation positive. Et je le souligne encore et j'insiste, c'est toujours possible. Et même quand tu as l'impression que ça ne l'est pas, c'est simplement que tu ne le vois pas. En réalité, il n'y a pas de situation négative. Il n'y a que des situations que tu peux transformer positivement. La question, c'est comment ? Et ça, c'est à toi d'y répondre. Bon, ok, on met ça dans un coin. Maintenant, on va aller sur le point qui me dérange et qui en même temps explique tout ça. Je trouve que c'est très bien de mettre en avant ce problème de l'oniomanie, parce que c'est un vrai problème, je pense que ça existe. En tout cas, j'y crois, c'est documenté. Je t'invite à faire des recherches dessus puisque ça s'apparente à tout un tas d'autres maladies comme l'alcoolisme, l'anorexie, la boulimie, la toximanie, etc. etc. Donc, c'est un vrai problème. Voilà, on ne va pas le remettre en cause. Par contre, moi, ce que j'aimerais qu'on m'amène dans ce genre d'émission, c'est les raisons qui nous poussent à ce genre de situation et comment on fait pour s'en sortir. Donc, on va avoir quelques éléments. Moi, je vais ici t'en souligner certains qui sont évidents et que tu retrouveras d'ailleurs si tu fais des recherches. Alors bien évidemment, les éléments que je vais te donner sont à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas psychologue. Je vais sûrement, pour certains points que je vais mettre en avant, enfoncer des portes ouvertes. J'en suis navré. C'est le fruit de mes recherches, le fruit aussi de réflexion parce qu'il n'y a pas besoin de faire des recherches très poussées pour déduire ce que je m'apprête à te déduire. Et il y a après aussi des éléments que tu ne trouveras nulle part qui sont liés à mon observation et mes déductions personnelles. D'accord ? Bon, bien évidemment, comme à chaque fois, les troubles s'expliquent par la petite enfance et les relations que l'on entretient avec nos parents. Si la relation avec nos parents est dysfonctionnelle, il ne faut pas être étonné que notre vie soit dysfonctionnelle. Et le problème, c'est que quand tu vas avoir des parents qui vont finalement te délaisser, ne pas s'intéresser à toi, et d'ailleurs même te négliger pour créer une mauvaise estime de toi, eh bien, on va chercher du réconfort là où on peut le trouver. Et les achats compulsifs ne dérogent pas à la règle. Ils peuvent être une manière de combler un manque qui aura été créé par tes parents. Alors certes, dans cette histoire, tu es victime, mais en attendant, c'est une réalité. Après, il y a une autre explication, c'est un vide. Tu as des parents qui parfois ne jouent pas leur rôle, ils sont là mais ils ne jouent pas leur rôle tout simplement. Et ce vide qui est laissé par leurs parents est comblé par le comportement que ces gens peuvent avoir avec les achats compulsifs. Donc là encore, on est dans la relation parent-enfant. Et même si tes parents sont en vie et que ce que je te dis résonne en toi, le malheur c'est que tu ne peux pas aller les voir et leur dire « tu laisses un vide dans ma vie, comble-le et je ne serai plus un dépensier compulsif ». Ça ne marche pas comme ça. La réalité c'est qu'il va falloir trouver ailleurs ce qu'il te manque. Et c'est malheureusement pas dans les achats compulsifs que tu le trouveras. Parce que la particularité des achats compulsifs, c'est qu'en réalité, le pic de dopamine, tu l'as avant l'achat. Et quand tu achètes, tu n'as pas la sensation d'extase parce que tu l'as eu avant. C'est l'inverse, tu as la retombée qui te donne la sensation. C'est un peu compliqué, mais j'espère que tu comprendras. En gros, ce qui te pousse à acheter, c'est quelque chose que tu ressens avant l'achat. L'achat, bien, tu vas créer la retombée suite au pic de dopamine. Et du coup, en fait, tu crois que c'est l'achat qui te procure le pic, alors qu'en réalité, c'est le fait de penser à acheter. Ouais, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc bref, la réalité, c'est que tu es accro à cette sensation et qu'au final, pour la combler, tu vas devoir continuer d'acheter en permanence. Et le problème, c'est que c'est une fuite vers l'avant, c'est quelque chose d'infini. En fait, tu vas vouloir acheter en permanence et tu n'arriveras jamais à satiété. Donc la réalité, c'est que le meilleur conseil que je vais te donner, c'est de consulter quelqu'un pour en parler parce que si tu fais partie de ces personnes qui sont acheteuses compulsives
ou onioman, dans ces cas-là, il faut te soigner parce que c'est un vrai problème. Ensuite, un autre élément qui peut créer ce sentiment et l'envie d'acheter en permanence, c'est un sentiment de solitude. Donc, malheureusement, si tu te sens seul, tu vas chercher à compenser cette solitude par des achats. Sauf que là encore, tu vas te rendre compte que ça va te satisfaire pendant une période. Et puis après, quand les achats compulsifs que tu auras menés créeront un stress lié à un découvert ou à une situation financière difficile, mais tu vas remplacer un problème par un autre et finalement, tu seras toujours dans la panacée. Donc là encore, je peux faire qu'appel à ton bon sens, à essayer de comprendre que malheureusement, ça n'est pas en achetant des biens ou des services que tu combleras un vide dans ta vie. Le vrai problème, c'est que tu as un vide qui est lié à des personnes et qu'aucun objet ne remplacera une personne. Même si, sur le moment, ça te fait du bien. C'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Enfin, on va conclure sur cette partie avec ce dernier élément pour lequel j'aimerais que tu aies une légère réflexion. Il faut comprendre qu'en réalité, ton comportement d'adulte n'est rien d'autre que ton comportement d'enfant. Ce qui veut dire que, en réalité, si en étant enfant, tu cherchais du réconfort émotionnel en achetant des jouets, le prolongement de ça, c'est ni plus ni moins qu'en tant qu'adulte, tu vas chercher du réconfort dans le matériel et en allant faire du shopping. Donc, bien évidemment, je tire un peu le trait. Ça ne veut pas dire que parce que tu étais dépensier étant enfant, tu seras dépensier étant adulte. D'ailleurs, la preuve, moi quand j'étais gamin, j'étais un dépensier et je ne le suis plus parce que j'ai encore moins bien vécu finalement la difficulté de me retrouver face à un compte à découvert que la difficulté face à finalement l'effort que je dois faire pour investir, pour ne plus avoir besoin de faire mes comptes. Je ne sais pas si tu as compris, donc je vais te le dire autrement. Je préfère me sacrifier aujourd'hui, investir mon argent, gagner beaucoup d'argent et ne plus jamais besoin d'avoir à faire mes comptes que dépenser mon argent immédiatement et puis devoir faire mes comptes tous les mois. J'ai plus de souffrance à faire mes comptes qu'à ne pas les faire. Donc je fais tout pour ne jamais avoir à faire mes comptes. Je ne sais pas si tu comprends, mais j'espère que c'est clair. Donc en gros, tes comportements en tant qu'enfant tes comportements en tant qu'adulte ne sont que le prolongement de tes comportements en tant qu'enfant. Donc c'est à toi, ni plus ni moins, d'essayer de comprendre et d'analyser l'enfant que tu étais pour essayer de rectifier le tir sur l'adulte que tu es devenu. Beaucoup de gens vont m'opposer qu'on ne peut pas être la même personne avec 20, 30 ou 40 ans d'intervalle. Je le consens bien volontiers. Je ne suis pas psychologue encore une fois et je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Mais de toute façon, tu sais très bien qu'il y a des transverses entre ce qui t'est arrivé étant enfant et ce qui t'arrive aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc de toute manière, aller chercher dans ton passé et surtout dans ton enfance, ça ne te fera pas de mal pour mieux comprendre les troubles du comportement que tu subis aujourd'hui. Dans tous les cas, il faut comprendre qu'être un acheteur ou une acheteuse compulsif, c'est dans tous les cas un trouble du comportement et que comme c'est un trouble du comportement, il vaut mieux que tu consultes et que tu ne restes pas seul. Enfin, je le précise, c'est une évidence, mais je suis obligé de le dire, en ayant ce comportement d'acheteur compulsif, tu passes complètement à côté de ton potentiel financier. Ce qui veut dire que, et c'est ça le drame, en réalité, tu pourrais peut-être être encore plus dépensier si tu gérais mieux ton argent. Et le paradoxe que je veux aussi souligner, qui est assez amusant je trouve, c'est que souvent, les dépensiers compulsifs sont ceux qui gagnent le plus d'argent parce qu'ils sont dépensiers compulsifs. Ils savent qu'ils ont de gros besoins, donc du coup, ils vont chercher à avoir de gros revenus. Ce qui nous amène à une conclusion relativement drôle et inattendue, sois dépensier. Parce que si tu es un dépensier avéré, tu vas chercher à avoir de gros revenus et une fois que tu as obtenu tes gros revenus, ouvre les yeux, ressaisis-toi et place ton argent. Tu me remercieras. Pour certains, cela devient une pulsion incontrôlable qui les plonge dans une véritable fièvre acheteuse. C'est ce que l'on appelle l'oniomanie, la maladie des acheteurs compulsifs. 6% de la population serait touchée dans les pays riches, selon une étude américaine. Même les stars comme Johnny Depp sont concernés. L'acteur américain aurait dépensé en 20 ans 480 millions de dollars en villas, voitures de luxe ou œuvres d'art. Point commun à tous les oniomanes, acheter devient une addiction, avec à la clé culpabilité, anxiété ou insomnie. C'est une dépendance, c'est une dépendance comme l'alcool, comme les drogues. Certains s'endettent très lourdement et vivent une véritable descente aux enfers. J'avais 150 000 euros de dette et je ne pouvais plus subvenir aux charges quotidiennes. Qui sont ces personnes qui perdent le contrôle et tombent dans un engrenage infernal? Comment peut-on arriver à sortir de cette maladie longtemps taboue? Soyons clairs, toi et moi, je ne suis pas en train de sous-entendre que c'est bien, positif ou même un avantage d'être un dépensier. Je souligne simplement
que la réalité derrière la dépense, c'est que les personnes susceptibles d'aller chercher les plus hauts revenus sont généralement celles qui ont le plus de dépenses. C'est parce qu'on aime la dépense qu'on veut des gros revenus, et c'est parce qu'on aime la dépense qu'on va chercher ces gros revenus. La réalité aussi, à l'opposé de ce spectre, c'est que tu as des gens qui n'ont pas besoin d'argent et qui arrivent à vivre avec très peu. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toute une classe de high net worth millionnaires, donc des personnes qui ont plus de 10 millions d'euros de patrimoine, des gens qui ont des gros capitaux, qui vont avoir une vie qu'on va appeler de frugale. Et certains vont dire que ce sont des radins, alors que pas du tout. La réalité, elle se situe quelque part entre les deux. Et ce qui est intéressant dans cette émission, c'est de comprendre toutes les mécaniques qui sont mises en place sur les deux parties, parce que toi, qui m'écoutes, bien peut-être que tu te poses des fois des questions et de te dire, mais est-ce que je vais devenir riche un jour, et si je le deviens, est-ce que je ne vais pas dépenser d'argent? Est-ce que je vais beaucoup dépenser d'argent? La question est posée et la réponse t'appartient. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de réponse et qu'effectivement, en fonction de nos personnalités respectives, quand tu vas donner beaucoup d'argent à quelqu'un, mais tu n'as aucun moyen de savoir comment il va se comporter avec. D'ailleurs, je vais même aller plus loin que ça. Je pense que tant que tu n'as jamais gagné beaucoup d'argent dans ta vie, tu ne te connais pas réellement. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui disent si je te donne beaucoup d'argent, l'argent est un amplificateur. Moi, je ne suis même pas d'accord avec ça. Tu te redécouvres quand tu as beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui se redécouvrent avec beaucoup d'argent comme ils ne se sont jamais connus quand ils en manquaient. Et ça, il faut que tu l'entendes. Le fait d'avoir accès à de gros moyens, ça peut transformer ton rapport à la vie et aux choses. Et il peut même se passer des choses surprenantes. Et ça, il y a trop peu de gens qui en parlent. Tu peux devenir parano. Tu peux au contraire avoir peur de perdre ton capital. Tu peux avoir un rejet sur l'argent. Tu peux avoir la fièvre acheteuse. Il y a des gens qui d'un coup se mettent à gagner beaucoup d'argent et puis ils achètent tout et n'importe quoi. Je t'assure qu'il n'y a aucun moyen de savoir quel sera ton comportement quand tu auras beaucoup d'argent, sauf avoir beaucoup d'argent. Le jour où tu vas en avoir, tu sauras. Ok? Donc ça, note-le dans un coin de ta tête. C'est toujours bon de le savoir. Moi, j'ai parfois des comportements très, antagonistes avec l'argent. Je peux être un très bon gestionnaire, comme je peux faire n'importe quoi avec l'argent. Ça dépend de plein de paramètres. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai peut-être une autre fois. Donc, note déjà dans un coin de ta tête que, en réalité, l'argent auquel tu as accès peut te transformer ou en tout cas modifier certains des comportements que tu penses être acquis, sur lesquels tu te reposes. Tu penses être une certaine personne. Demain, je te donne beaucoup d'argent, tu seras en réalité une autre. Et moi, je ne pense pas que ce ne soit qu'un amplificateur. Je pense que ça peut changer les gens. Je pense que beaucoup d'argent peut transformer les personnes. Et je pense aussi que beaucoup d'argent que tu donnerais à quelqu'un, c'est aussi un révélateur. Tu as des gens qui sont des sombres abrutis avec de grosses sommes d'argent. Et tu as des gens qui arrivent à garder la tête froide. Et ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est de se confronter à ces situations-là. De la même manière qu'on fantasme le fait d'avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, c'est aussi avoir beaucoup de problèmes. Avoir des problèmes, c'est se révéler à soi-même. Tu as des gens qui, face aux problèmes, vont s'effondrer. Ils ne sont pas capables de les gérer. Et tu as d'autres personnes qui, face à des graves problèmes, vont se révéler et qui vont se surdépasser. Ils vont devenir une autre personne et vont abattre des montagnes parce qu'en réalité, les problèmes, ça ne leur fait pas peur et ils sont capables d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et tu as des personnes qui s'effondrent littéralement et le moindre problème, ça les fait vaciller. Donc bref, moi en tout cas, je t'incite à te découvrir au travers de la quête de richesse parce que je pense que c'est une quête révélatrice de qui tu es réellement. Et donc, je ne suis pas surpris quand on te dit que il y a des gens qui ont de l'argent et qui dépensent des véritables fortunes parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un et en fait, il se révèle à toi. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi te préciser. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'être un dépensier. Je suis juste en train de dire que si tu veux gagner beaucoup d'argent, faut-il encore apprécier en avoir et vouloir en avoir beaucoup. C'est évident, mais il fallait bien que ça commence comme ça. Retour avec Marion, notre influenceuse de mode. Même si quelques marques locales lui offrent des vêtements, elle dépense quand même 800 € tous les mois pour être à la pointe de la mode. Là, c'est mon entre, là. Quand je rentre, je fais aïe, tu vois, je m'en prends même le mur. Elle collectionne tellement d'habits qu'elle n'a même pas la possibilité de tout porter régulièrement. Celle-là, pour le moment, je l'ai portée qu'une fois. Et je l'ai achetée il y a 1 an et demi. Je me dis, pour 300 balles, j'aurais quand même pu acheter, des choses que je porte un peu plus au quotidien quand même. Certains vêtements sont même encore neufs. Ça, j'ai pas porté du tout.
Ça, un pantalon, je vais pas porter du tout. Ça, par exemple, jamais porté. Ça, jamais porté. Vraiment, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Hein. Je sais pas. Quand elle dépense trop, elle a peur du jugement de Laurent, Hello, chérie. son chéri, Ça va? Ça va. qui dirige une société d'informatique. Je suis allée faire un peu les boutiques. C'est le quotidien, ouais. Normal. Voilà. Mais je t'ai fait des petits cadeaux. Regarde, je t'ai pris des caleçons, beaux comme un cœur, tu vois. Je sais te brosser dans le sens du poil. Ça, regarde, ta meuf est trop bonne, c'est pour que tu t'en souviennes. Ok. Une stratégie, encore une fois gagnante. Ça va? Ou alors que c'est hyper raisonnable, mais elle est comme ça. Hyper raisonnable. Ouais, là ça va. Il faut dire que Laurent a vu bien pire. Au point qu'un jour, il lui a fait calculer toutes ses dépenses du mois. Shopping 30 €, shopping 115 €, shopping même 10 €. Ben, toutes les sommes additionnées, en fin de mois, ça fait une somme qui est astronomique. Et je ne l'ai pas fait pour qu'elle dépense moins. Je l'ai fait pour qu'elle arrête de dire « je dépense rien ». C'est que ça. C'est juste ça. Depuis, Marion fait un peu plus attention et ses grosses dépenses ne sont pas vraiment problématiques. Mais c'est loin d'être le cas de tous les accros du lèche-vitrine. Bien évidemment, il y a plusieurs choses qui sont dérangeantes dans ce qu'on vient d'écouter. Premièrement, le fait qu'elle achète des choses qu'elle ne porte pas. C'est vraiment du gaspillage pur et simple. Mais la réalité, et ça va sûrement te décevoir et te surprendre de ma part, c'est que dans la mesure où elle construit une image d'influenceuse, elle a un intérêt à avoir ce comportement, un intérêt au travers des réseaux. Mais ça, on va le mettre de côté parce qu'en réalité, on ne s'intéresse pas qu'à des influenceurs et on va le voir dans l'émission. Et ce qui m'attriste dans cette émission, c'est qu'on ne fait que dénoncer, on n'essaye pas de comprendre. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à un couple qui n'a pas de besoins financiers, qui n'a pas de difficultés financières et qui, somme toute, j'ai fait des recherches, tu me connais, je suis allé chercher leur réseau, donc pour te donner quelques petites infos, son compte Instagram aujourd'hui compte plus de 300 000 abonnés, elle a continué dans sa lancée, elle continue d'avoir finalement le même comportement sur les réseaux, elle a raison, ça paye, aujourd'hui elle est passée donc de 120 à 325 000 abonnés, elle a ajouté 200 000 abonnés. Cette émission a dû contribuer à la faire connaître, ce qui a dû accroître sa notoriété, asseoir sa capacité à se faire offrir des cadeaux et à l'attirer dans des endroits où elle peut dépenser toujours plus d'argent. Et elle est rentrée dans un cercle presque vertueux par rapport au business model qu'elle a choisi. Donc c'est compliqué de la juger. Ça serait malvenu de ma part, d'autant que je connais bien ce genre de business. Donc je n'ai pas du tout envie d'apposer sur ses comportements un avis négatif ou positif. Je vais plus m'intéresser dans leur cas à eux, parce que je crois que dans l'émission, on ne les reverra plus. Je vais plus m'intéresser à tout ce qu'on ne te dit pas les concernant et aux conséquences que ça pourrait avoir si toi, tu m'écoutes et que tu es dans cette configuration. Premièrement, ce qui me dérange, c'est qu'on oublie de préciser qu'on est face à un couple qui n'a pas l'air d'avoir des besoins financiers particuliers. Je pense que ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie. De toute façon, pour dépenser des sommes pareilles avec son mari qui dit « bon, c'est comme d'habitude », l'air de dire « c'est pas très grave », on voit bien qu'ils ont des moyens certains, un certain niveau de vie qui leur permet d'assumer ce train de vie-là. C'est OK. Sauf que ce qu'il faudrait préciser, c'est que si demain la société de son mari venait à avoir des difficultés financières et que pour X raisons, il ne puisse plus assumer ce train de vie-là, c'est là où il y aurait un problème. C'est là où en réalité le bas blesse. Le problème n'est jamais de dépenser son argent. Le problème, c'est comme je le répète tout le temps, tu gagnes de l'argent pour le jour où tu vas en manquer. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir le jour où ils vont en manquer, quelles seront pour eux les solutions qui se proposeront à eux. C'est toujours pareil. Après, il y a un autre point qu'on ne connaît pas puisqu'il n'a pas été abordé. Peut-être qu'ils gagnent tellement bien leur vie qu'ils ont réussi aussi à se prémunir. Peut-être qu'en fait, ils ont un train de vie à la hauteur du niveau financier qu'ils ont réussi à atteindre. En fait, la dépense, elle n'est jamais problématique tant qu'elle reste proportionnelle à l'argent que tu gagnes. S'ils gagnent 30 000 € par mois et qu'elles dépensent 5 000 € par mois, on s'en fout. Il leur reste largement de quoi vivre, payer leurs frais quotidiens et assumer la vie du foyer. Mais si tu gagnes 5 000 € par mois et qu'en réalité tu dépenses 4 800 € par mois, tu pourrais me dire « mais tout va bien, tout est couvert, il reste 200 balles ». Oui, sauf que 200 balles à l'échelle d'une vie et au moindre problème, ça fait péricliter tout le château de cartes. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est quelle est la répartition dans le foyer des charges, d'où vient l'argent. Pareil, on te présente un couple, mais d'où vient l'argent? Qui paye?
Est-ce que c'est monsieur qui ramène l'argent au foyer et puis elle dépense? Est-ce que ses activités d'influenceur rapportent suffisamment pour couvrir les frais? Il y a tellement de questions derrière. Et enfin, c'est sûrement le point le plus délicat dans cette affaire. Quel est le processus qui se cache derrière ces achats compulsifs? Est-ce qu'on a un couple qui regarde la télé tous les soirs et qui est abreuvé de publicité? Est-ce qu'on a un couple qui, au contraire, ne regarde jamais la télévision et qui du coup sont peu influencés et que du coup elle a réellement un travail de recherche quand elle va acheter ses fringues pour essayer d'alimenter son compte Instagram? Bien évidemment, ça ne changera pas le fait qu'ils dépensent trop d'argent. Ce n'est pas la question, ou pas assez s'ils gagnent vraiment très bien leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même démarche qu'il y a derrière. Si tu achètes parce que tu es abreuvé de publicité et que tu es sous influence de la société de consommation, c'est beaucoup plus grave que si cette démarche elle s'inscrit dans le cadre finalement d'une société Internet pour laquelle, en toute transparence, je n'ai pas à cautionner ce comportement-là parce que je suis plutôt anti-consommation, c'est vrai, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça ne colle pas à la philosophie que j'essaye de véhiculer au travers de mes contenus, mais bon, je peux arriver à comprendre et ça reste cohérent, donc je ne peux pas la blâmer. Mais pour moi, voilà, c'est complètement pas la même chose. Encore une fois, si elle achète des fringues pour alimenter son compte Instagram, c'est acceptable. Si elle achète des fringues sous influence de la publicité, c'est inacceptable. Et ça se résume déjà dans un premier temps beaucoup au travers des éléments que je viens de te donner et qui ne sont pas véhiculés au travers de l'émission. Alors bien évidemment, c'est une émission qui parle des acheteurs compulsifs. Tu vas me répondre, c'est pas l'enjeu. Et pourtant, on devrait essayer d'aider les gens qui regardent ces émissions-là. Et tu vas le voir, mais dans l'émission, on va t'inviter à aller voir une psychologue, ce qui est très bien. Tu vas avoir l'effet de groupe, tu vas rencontrer des gens comme toi, ce qui est très bien là encore. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des petits éléments du quotidien qui te conditionnent à être un acheteur compulsif. Et on va d'ailleurs le voir dans un instant. En France, le surendettement représente 4,8 milliards d'euros et touche près de 700 000 personnes. Beaucoup d'entre eux sont des acheteurs compulsifs. Et le phénomène ne cesse de croître. Pourquoi ils croient? Pour les raisons évoquées précédemment. On a des personnes comme elles qui alimentent les réseaux sociaux d'achats compulsifs, qui donnent envie à ceux qui n'ont pas les moyens, qui du coup veulent faire pareil, qui du coup achètent comme elles, qui du coup s'enfoncent un peu plus dans la détresse financière. Ce qui me dérange derrière tous ces comportements, c'est que c'est strictement l'opposé de tout ce que j'essaye de t'apprendre. Encore une fois, tu feras ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là pour te dire fais comme ci, fais comme ça. Le premier problème de mon travail, c'est qu'en fait, quelque part, je te donne des conseils financiers. Et donner des conseils financiers à quelqu'un, c'est lui dire quoi faire de son argent. Personne n'a envie qu'on lui dise quoi faire de son argent. Sauf que, il y a quand même des précautions à prendre en réalisant bien que si tu dépenses toute ta thune, tu vas rester prisonnier de ton travail. Et ça, c'est un petit peu ce que je reproche à toutes ces émissions, à tous ces articles, à toutes les personnes qui ont ces comportements et qu'on ne prévient pas finalement de l'aboutissement qui se cache derrière le comportement. Quand tu as un comportement excessif du type achat compulsif, derrière se cache l'esclavage moderne au travers d'un métier qui te tiendra toute ta vie bloqué dans la situation dans laquelle tu te trouves parce que tu es complètement dépendant de ton travail pour justement payer les dettes que tu génères par toi-même, alors qu'à l'opposé, et peut-être je veux bien le reconnaître, que mes comportements dans l'investissement ne sont pas si éloignés de leur comportement dans les achats compulsifs. Quand des gens comme moi mettent tout leur argent dans l'investissement, c'est pas mieux que de mettre tout ton argent dans des achats compulsifs de vêtements inutiles qui s'empilent dans des garde-robes que finalement tu ne porteras jamais. Les deux comportements sont excessifs et peuvent être nocifs pour ta vie au quotidien. Mais derrière ces comportements ne se cache pas la même finalité. L'un va t'offrir la liberté, l'autre est ta propre prison qui peut te faire finir dans des situations catastrophiques. Dépression, anxiété, pulsion, mal-être. Enfin bref, je ne vais pas te faire la liste, c'est pas glamour, mais je pense que tu en as conscience. Et donc la réalité, c'est que oui, investir comporte des risques, mais dépenser tout son pognon aussi. Et la réalité, c'est que ce sont sûrement les deux mêmes faces d'une même pièce, mais que si tu ne connais pas les conséquences du choix que tu es en train de faire, peut-être que tu ne ferais pas le même choix si tu savais. Et donc, je t'invite à réellement prendre le temps de réfléchir. Et je pense personnellement que si tu es un acheteur ou une acheteuse compulsif, tu as tous les ingrédients pour être un investisseur compulsif. Donc, canalise ce trouble pour t'en servir à l'opposé du spectre.
Au lieu de mettre tout ton argent dans des achats inutiles et qui finiront nulle part, mets tout cet argent dans des achats utiles qui t'offriront la liberté. La liberté en plus de ne pas compter, de ne pas avoir à réfléchir et de surtout choisir ta vie. Bref, en tout cas, ce que je veux dire ici, je vais conclure, c'est que je pense que si la société tend vers ce type de comportement, c'est aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux qui vantent, on va dire, l'argent facile, la dépense facile, l'opulence et un style de vie ostentatoire auquel les gens veulent ressembler et qui se méprennent d'ailleurs dans leur comportement, à savoir que quelqu'un qui paraît être riche généralement a très peu d'argent à la banque, alors que quelqu'un qui paraît être pauvre a généralement beaucoup d'argent à la banque. Encore une fois, choisis ton camp. Est-ce que tu préfères ne pas attirer l'attention, mais être totalement libre de tes mouvements et ne pas avoir besoin de travailler au quotidien parce que tu as suffisamment d'argent pour couvrir tes frais? Ou est-ce que tu préfères être comme ces personnes, c'est-à-dire effectivement avoir un style de vie et marquer bien, c'est-à-dire au-delà même de tes moyens, mais malheureusement être emprisonné dans ton travail, dans ton quotidien, parce que tes dépenses conditionnent ta vie et pas l'inverse. Finalement, ce n'est pas ce que tu achètes que tu possèdes, c'est ce que tu achètes qui te possède. Et cette légère nuance fait toute la différence. Parfois, les excès sont tellement forts qu'ils peuvent mettre en danger. Laure, 38 ans, bibliothécaire, a longtemps travaillé en plein cœur de la capitale, au Forum des Halles, un centre commercial, temple de la consommation. La tentation était vraiment là tout le temps, partout. Je ne pouvais pas sortir du travail sans passer devant 3-4 boutiques. Donc c'était pas forcément évident de se retenir. Laure gagnait à ce moment-là 1 500 € net par mois. Régulièrement, elle pulvérisait le plafond de dépenses autorisées par sa banque. Pour des vêtements, des sacs ou des livres. Quand ça passait pas, là je me sentais horriblement gênée vis-à-vis de la vendeuse, comme si elle savait qu'en fait je faisais un truc que j'avais pas le droit de faire, que j'avais pas les moyens de faire. C'est assez comparable à ce que peut ressentir peut-être un alcoolique qui passe à la caisse du supermarché avec ses 5 bouteilles et il sait que la caissière se dit celui-là, il doit picoler tout seul chez lui le soir, ça doit pas être beau à voir. Enfin, moi je me sentais comme ça, je me sentais mise à nu. Pour continuer à assouvir sa soif d'achat, Laure demande en 2012 de l'argent à ses parents. Près de 16 000 € pour éponger ses dettes. Comme les sommes deviennent de plus en plus abyssales et que le comportement il est vraiment répétitif, on s'enferme dans la honte et on s'enferme dans un comportement qui est de plus en plus nocif. Et puis en fait, c'est aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on a honte, plus on se sent mal et plus on a envie de se réconforter. En 2017, elle collectionne encore les découverts et les crédits à la consommation. Cet accro du shopping doit près de 18 000 €, l'équivalent d'1 an de salaire. Je pouvais même plus m'acheter à manger, je pouvais plus rien faire, Et même, j'avais peur de plus pouvoir payer mon loyer, d'être à la rue. Je me voyais comme quelqu'un de nul, qui n'arrivait pas à gérer, qui faisait n'importe quoi, qui était immature. Donc là, on va marquer une petite pause, tout simplement pour prendre le temps de s'arrêter sur des sujets qui, je trouve, sont vraiment importants et qui expliquent aussi beaucoup des comportements que l'on peut retrouver chez beaucoup de personnes. Premièrement, ce témoignage-là corrobore ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, à savoir dans quel contexte la dépense a lieu. Là, on a quelqu'un qui passait dans un des plus grands centres commerciaux de France et qui, en passant dans ce centre commercial, achetait. Et comme elle l'a dit, ça devenait une habitude, c'était quotidien, c'était tous les jours. Et elle se retrouvait à assouvir finalement un besoin qui, quand elle le menait, quand elle allait faire la dépense, lui faisait du bien sur le coup, mais qui, au fur et à mesure qu'elle s'avançait dans ce biais, parce que c'est un biais d'engagement, c'est-à-dire que ce qu'elle a vécu s'appelle un biais d'engagement. Elle achetait, elle n'en parlait pas, elle avait honte. Et au fur et à mesure, elle s'est complètement enfermée. Il ne faut pas que tu la juges en fait. Il faut que tu sortes du jugement. Et il faut que tu te dises, ce comportement, on l'a tous. Et je vais le dire, moi-même je l'ai des fois. On a tous ce même comportement qui se matérialise chez chacun d'entre nous de la même manière. Chez toi, chez moi, chez nous, pour tout le monde de la même manière. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on a ce qu'on appelle le comportement de l'autruche.
C'est-à-dire qu'on commence à faire quelque chose pour lequel on n'est pas très fier, pour lequel on n'a pas l'habitude d'en discuter avec nos proches. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'argent est l'un de ces sujets dont on n'a pas l'habitude de parler avec nos proches. C'est un sujet qui met tellement mal à l'aise que quand tu commences à en parler de manière ouverte et froide, tu peux même apprécier chez l'autre en face de toi, que ce soit tes parents, que ce soit tes frères, tes sœurs, tu peux même apprécier de la gêne. Et comment tu peux provoquer cette gêne? Par exemple, si tu commences à leur évoquer le fait que tu gagnes plus d'argent qu'eux, en leur évoquant les impôts que tu payes, en leur manifestant des points de vue différents du leur parce que ta situation est différente de la leur. Bien évidemment, je suis en train de te parler de moments de vie que j'ai vécu et qui continuent encore aujourd'hui parfois de m'affecter parce que je me rends bien compte que le sujet de l'argent est un sujet tabou dont on ne parle pas entre nous et c'est gravissime parce que là, typiquement, on est sur des comportements qu'il faut partager. Si tu as ce genre de problème et que cette émission, elle te permet d'écouter ou même en tout cas de te rendre compte que tu n'es pas seul, eh bien parle-en autour de toi, ne reste pas seul. Cette personne, elle souffre de quoi? Elle souffre, d'avoir eu le comportement de l'autruche. Mais soyons honnêtes les uns envers les autres, nous avons tous ce comportement-là. Nous l'avons tous déjà eu au moins une fois dans notre vie. Moi en tout cas, je peux te le dire, j'ai par le passé, et je peux encore le faire demain, j'en ai totalement conscience, je suis capable d'adopter le comportement de l'autruche. Parce que c'est plus facile de mettre sa tête dans un trou et de ne pas regarder un problème en face pour l'éviter en espérant qu'il se solde de lui-même. Oui, parce que c'est connu d'ailleurs, les problèmes se résolvent eux-mêmes. Tu les mets dans un coin, tu les ignores et ils vont se résoudre eux-mêmes. Mais combien d'entre nous avons déjà eu ce comportement-là? Tous, on l'a déjà eu. Donc, déjà, arrêter d'avoir ces comportements-là, se mettre en face de nos responsabilités, les regarder dans les yeux, les assumer et oser en parler à l'autre. Alors l'autre, c'est qui? Ça peut être tes parents, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ta mère, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être qui tu veux en fait. Mais déjà, parle-en à quelqu'un. Et si tu n'as pas le courage d'en parler à des gens que tu aimes, des gens qui sont proches de toi, parle-en à des gens que tu ne connais pas. On va en parler, t'inquiète pas, ils vont te parler de tout ça dans un instant, mais fais-le en tout cas. Moi, je fais ces émissions aussi pour t'aider. Et bon, là, j'ai bien conscience que je ne m'adresserai pas à tout le monde, mais parfois, on a des troubles du comportement et on a du mal à le reconnaître. Donc bon, bref, fais ton maximum. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver à qui en parler en tout cas. Je compte sur toi. Ensuite, il y a un autre élément qui est hyper intéressant dans son témoignage, c'est que bien évidemment, elle est allée demander de l'argent à ses proches. La love money, elle existe. On est nombreux à croire qu'elle n'existe pas, mais elle existe. Et tu ne le sais pas, mais tu as accès à de l'argent. Sauf que tu te refuses l'accès à cet argent. Et ce qui me rend malade, et je te le dis comme je le pense, c'est que tu vas être capable d'aller chercher de l'argent pour de la merde. Excuse-moi d'être vulgaire, mais je le pense. Tu es capable d'aller chercher de l'argent pour des raisons futiles, parce que tu te convaincras que ces raisons ne sont pas futiles. Que oui, il faut que tu achètes le dernier vélo ou je ne sais quel dernier jeu vidéo qui est important pour toi, parce que à ce moment-là, tu en as vraiment envie. Et l'acheter, ça te paraît être la meilleure des idées du monde. Et tu n'as pas la thune. Et là, tu es capable d'aller la demander à des gens autour de toi. Mais par contre, aller demander de l'argent pour acheter cet immeuble qui peut-être changera ta vie, ça, tu n'oses pas le faire. Tu n'oses pas le faire parce que tu ne sais pas comment tu vas le dire, parce que tu ne sais pas comment tu vas l'annoncer, parce que tu ne sais même peut-être pas comment tu pourrais aller demander cet argent parce que tu te dis que tout simplement, mes parents ne l'ont pas, mon frère et ma sœur ne me le prêteront pas. Enfin bref, tu vas trouver toutes les raisons pour ne pas le faire, là où pour cet achat débile, tu vas par contre trouver toutes les raisons d'aller convaincre ces mêmes personnes. Et c'est ça qui me met un peu en rogne en fait, c'est que c'est hallucinant de voir à quel point on est complètement irrationnel et cette émission, elle a une vocation. J'ai fait cette émission pour une raison, c'est ce que je m'apprête à te dire ici, c'est que l'argent est irrationnel. L'argent, c'est complètement irrationnel. Tu es irrationnel quand il est question d'argent et c'est d'ailleurs pour ça que tu rationalises tous tes achats. C'est-à-dire qu'on fait tous la même chose, je te rassure, moi aussi. À des moments, tu vas vouloir un truc et tu te dis non, mais ça, vraiment, je t'assure. Non, vraiment, oui, je t'assure. C'est vraiment le cadeau que va me demander mon enfant à Noël. Et vraiment, je t'assure, c'est ce qu'il veut. Sauf que Noël arrive et non, c'est pas ça qu'il veut en fait. En fait, le cadeau, tu te l'as acheté pour toi et tu sais pas trop comment justifier cet achat. Donc, c'est plus facile de dire que. Voilà, bon, c'est un exemple, bien évidemment. C'est un exemple vécu. Je te témoigne très modestement de quelque chose que j'ai déjà fait, qui n'est pas très glorieux, je te le consens, mais on est tous pareils. C'est pour te montrer qu'on a tous des travers, on a tous cette rationalisation qui va cacher notre irrationalité parce qu'on a décidé qu'on voulait acheter ce truc et qu'en réalité, on n'a pas vraiment raison de l'acheter. Donc on en trouve une. C'est celle-là, ça pourrait en être une autre, mais on fonce. Et
moi, tout ce que je veux que tu gardes derrière cette émission et derrière ce témoignage que j'essaye aussi de te donner vis-à-vis de mes comportements et qu'on en a tous, c'est qu'en réalité, tu as des ressources et qu'au lieu de te trouver des excuses de ne pas investir, cherche les mêmes raisons que tu es capable de trouver pour cet achat débile que tu as réussi à faire, qui aurait pu être l'argent que tu as mis dans cet achat débile, ça aurait été de l'argent que tu aurais pu mettre dans cet immeuble, dans cet investissement, dans cette crypto-monnaie, dans cette action qui aujourd'hui serait un revenu ou en tout cas une ressource sur laquelle tu pourrais compter et pas une énième dépense dans ta baraque ou dans ton garage que tu regardes et qui, de façon tout à fait arrogante, affiche une perte abyssale alors que cette même perte aurait pu être un gain sur lequel aujourd'hui tu pourrais compter. Reconnais quand même que c'est un brave gaspillage que de s'acheter tous les ans le dernier iPhone quand tu pourrais te l'acheter une fois tous les 5 ans et pendant 4 ans mettre l'argent dans une action Apple qui, ça a été prouvé et reprouvé sur la durée, représenterait des centaines de milliers d'euros. Donc je ne vais pas te répéter ce que tu sais déjà. Je ne vais pas appuyer là où ça fait mal. Je veux juste ici te dire qu'on a tous les mêmes comportements, qu'à un moment donné, si tu n'en parles à personne, tu ne pourras pas avancer vers de meilleurs résultats, que si tu restes seul dans ton coin, de la même manière, tu n'avanceras pas vers de meilleurs résultats. Et enfin, prends-toi par la main, prends des vraies décisions et arrête de faire des efforts pour des dépenses inutiles et commence à chercher des raisons pour des investissements utiles. Tout bascule il y a 4 ans. Son amoureux la quitte. Sa banque lui retire son chéquier et sa carte bleue. Sous le choc, elle vient chercher de l'aide ici, à l'hôpital Paul Brousse. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Pro. Auprès du docteur Carolina Cros. Bonjour tout le monde, comment ça va? Cette psychiatre s'occupe depuis plus de 15 ans de patients atteints d'addiction, drogue, jeux, alcool. Vous avez vu, c'est la 3e fois que vous êtes là, il faut que la 3e fois, ça soit la bonne. Ce service traite de plus en plus d'acheteurs compulsifs. Une centaine, un phénomène pris très sérieusement. Car chaque jour en France, 2 suicides sont liés à des problèmes d'argent. Vous allez bien? Docteur, merci. On y va. Avec le docteur Cros, Laure a découvert que sa frénésie d'achat était une maladie reconnue, contre laquelle elle va devoir lutter toute sa vie. Alors, comment allez-vous? J'ai à nouveau un épisode d'achat compulsif. Oui. J'ai acheté des livres. Oui. Voilà, pour une somme assez élevée parce que j'ai dépensé environ 300 ou 400 euros. 400 euros. Pour combattre ce trouble compulsif, Laure doit d'abord réaliser que ses achats sont liés à ses émotions. Est-ce que vous avez analysé ou est-ce qu'on peut voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé juste avant? J'ai eu des difficultés dans ma vie personnelle et en fait je me suis sentie très perturbée, très triste. Oui. Voilà, et donc j'ai essayé en fait de me consoler, d'avoir une espèce de compensation pour cet état difficile. Pour résister, après cette rupture amoureuse, Laure aurait dû repousser ses envies compulsives de quelques heures seulement. Parce qu'on a discuté, il fallait planifier, attendre, ne pas faire l'achat tout de suite, réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est urgent? En fait, vous m'avez dit, l'envie, elle montait, et puis à un Exactement. moment, elle atteignait une sorte de plateau, et Oui. puis ça redescendait tout seul. Oui. Et en fait, à un moment, je me rappelais même plus que j'avais eu cette envie. J'étais habituée à réagir d'une certaine manière, et je me suis rendu compte, on peut travailler dessus, on peut changer des choses. Laure a remboursé petit à petit ses dettes avec son salaire. Elle doit encore 5 500 euros. D'accord, très bien. Très bien. Pour contrer la montée de cette maladie, certains ont décidé d'utiliser une recette qui marche pour les alcooliques. Bon courage, au revoir. Merci de t'avoir revoir. Des groupes de soutien. Je ne vais pas ici m'intéresser finalement aux démarches médicales qui sont utilisées pour soigner les patients atteints de troubles du comportement. Ce n'est pas mon métier, comme je te l'ai dit, je ne suis pas psychologue, je t'ai donné quelques explications très basiques. Je pense que tu as tout à fait conscience que c'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai pu te dire dans cette émission. Non, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur un élément très simple, qui ne va pas durer très longtemps, le fait que si tu ne reconnais pas que tu as un problème, tu ne peux pas solutionner le problème. C'est évident et pourtant, j'aimerais prendre le temps de te donner 2-3 petits conseils sur ce sujet-là. D'abord, j'aimerais que tu saches une chose, nous avons tous des problèmes dans notre quotidien, moi y compris. Et c'est pas parce que tu regardes quelqu'un qui a beaucoup d'argent qu'il n'a pas de problème. C'est pas parce que tu regardes quelqu'un qui a beaucoup d'argent qu'il n'a pas d'enjeux et qu'il n'a pas des sujets sur lesquels il n'a pas de soucis.
Je veux que tu l'entendes, c'est hyper important. C'est pareil pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est pareil pour les gens qui ont de l'argent modérément. Nous avons tous des problèmes. C'est évident, mais parfois il y en a qui croient que parce qu'on a de l'argent, on n'a plus de problème. C'est pas vrai. Oui, il arrive un certain moment où, avec une certaine somme d'argent, avec un certain quotidien, je ne vais pas mentir, tu as moins de soucis. Mais je veux aussi que tu l'entendes, avant d'y arriver, il y a des étapes et surtout, je veux aussi que tu entendes un élément hyper important, c'est qu'à des moments, tout va très bien. Et puis d'un coup, tu vas passer une étape et là, tu vas arriver dans un nouvel endroit où tu as de nouveaux problèmes que tu ne connais pas et où tu te dis « What the fuck, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et donc, la quête de l'enrichissement, la finance, enfin tout ce qui tourne autour de générer plus de revenus, c'est pas ce que beaucoup de gens imaginent. Déjà, c'est une éternelle redécouverte parce qu'il y a comme des espèces de paliers que tu franchis et où tu redécouvres des choses. Puis, il y a aussi des nouveaux problèmes qui apparaissent où tu te dis, voilà, comment je vais faire ? Puis après, tu trouves la solution parce qu'en général, quand tu es arrivé à un certain niveau, tu trouves toujours les solutions, mais tu vois ce que je veux dire. Et surtout, je veux que tu l'entendes, il faut que donc tu reconnaisses que tu as un problème et que tu comprennes que très souvent, on a besoin de quelqu'un en fait. Et c'est ce qui est de très difficile, c'est de trouver la personne qui va t'aider. Parce qu'en réalité, tout le monde en a après ton argent et qu'il faut arriver à trouver des gens qui soient honnêtes, qui soient prêts à travailler avec toi et pas à travailler contre toi ou pas à travailler pour obtenir quelque chose de toi. Et c'est sûrement l'élément le plus compliqué quand on a des problèmes parce qu'en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que plus on a d'argent, plus on est une cible. Plus on est une cible, plus on attire de gens qui savent qu'on est une cible. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et la réalité, c'est que tu le découvres aussi peut-être avec cette émission, les dépensiers compulsifs sont aussi des cibles où on peut récupérer de l'argent facilement. Et donc en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'être entouré des personnes en adéquation avec ta situation qui te permettent d'obtenir le résultat que tu convoites ou en tout cas de solutionner le problème qui t'affecte au moment où tu te trouves dans X ou Y situation. Donc, je profite de cette émission pour te parler de ça parce que je n'ai pas l'occasion de souvent en parler. Ne rêve pas. Oui, avoir de l'argent règle beaucoup de problèmes, mais en amène une nouvelle série jusqu'à ce que tu arrives à un point où c'est vrai, je dois quand même le reconnaître, tu arrives après à un certain moment, à un certain niveau où en fait tu as beaucoup moins de problèmes que la moyenne puisque 80% de tes problèmes du quotidien qui pourrissent un peu ta vie et qui te créent parfois des soucis pour pas grand-chose sont éliminés par l'argent. Mais entends-le, il y a des paliers et à chaque fois que tu arrives à un nouveau palier, il y a de nouveaux problèmes. Et tant que tu ne les as pas réglés, tu les subis. Bon allez, on continue. Patrick Magnéto. Cette acheteuse compulsive, que nous appellerons Stéphanie, fait partie des débiteurs anonymes. Il y a plus de 10 ans, cette cadre, qui gagnait près de 6 000 € net par mois, a accumulé jusqu'à 150 000 € de dettes. J'étais super flippé, quoi. Là, j'étais au pied du mur, quoi. Enfin, même, je m'étais pris le mur dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que l'argent que je gagnais servait juste à rembourser les crédits revolving. Donc là, c'est angoissant. Très angoissant. On se dit, il y a un truc qui va pas, quand même. Cachant ses dépenses à son mari, se sentant seule dans cette tempête, elle découvre une thérapie de groupe venue des États-Unis. Bonjour, je suis débitrice compulsive. Je suis contente d'être en réunion. Le fonctionnement des débiteurs anonymes se calque sur celui des alcooliques anonymes, avec des réunions de parole. Ce jour-là, 17 personnes se soutiennent par visioconférence. Bon, c'est vrai que là, les boutiques rouvrent et que, voilà, moi j'étais bien, j'aime pas trop acheter sur Internet, donc j'étais bien sans les boutiques ouvertes. Donc je sais qu'il faut que je sois vigilante avec ça. En fait, il y a beaucoup d'entraide. On a un parrain qu'on appelle quand on a envie de dépenser, quand on est perdu, quand on sent que la compulsion va revenir. Donc ceux qui sont plus anciens aident ceux qui arrivent et au fil du temps, on apprend à gérer l'argent. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il faut que tu vois cette partie comme étant très différente de tout ce qu'on a vu jusque-là. Je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit, mais si tu ne reconnais pas que tu as un problème, c'est pas possible de régler ton problème. C'est évident, mais moi je suis obligé de te le dire. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que tu connais en fait quand tu écoutes ce qu'elle raconte. Si ça t'est familier, tu as déjà vu des films, des séries avec le système des alcooliques anonymes, tu connais ce problème-là. Et c'est marrant, je voudrais mettre le doigt sur un nouveau problème
que pointe cette émission, c'est finalement le fait qu'on a peut-être tous un problème avec l'argent, pour différentes raisons, mais parce que c'est assez tabou dans notre pays. Mais encore une fois, comme je te l'ai aussi déjà dit dans l'émission, je pense que c'est tabou dans plein d'endroits, mais bon bref, peu importe. Et qu'en même temps, si tu ne prends pas la décision de faire face à ce problème pour essayer de changer en fait, eh bien rien ne se passera jamais. Et en réalité, ce qui se cache derrière tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas va voir quelqu'un, etc. Même si je suis convaincu que ça t'aidera. C'est déjà simplement le fait de prendre conscience que tu ne peux pas avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais qui refusent le changement. Et quand tu leur parles de ça, mais si, j'ai fait des efforts, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tu n'as pas changé radicalement certains de tes comportements. Et c'est dur, hein. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile, c'est dur pour moi aussi, c'est dur pour tout le monde. Tout changement que tu veux initier dans ta vie commence, lorsque tu commences à le mentaliser dans ta tête, par te faire peur. C'est presque une mécanique logique en fait qui se met en place, c'est-à-dire que tu commences par te dire je vais changer ça, et comme tu as tes habitudes qui ont construit finalement ton petit confort, à briser ce confort, ça te met dans une position de malaise. Et c'est tout à fait légitime et logique. Puis après va venir le moment où tu vas commencer à amorcer les actions qui vont t'amener à ce fameux résultat qui te met mal à l'aise. Et après, en fonction de qui on est, de toi, de moi et de plein d'autres personnes, tout un chacun finalement, bien, le processus de changement va se passer plus ou moins bien. Tu as des gens qui ne pourront pas avancer dans ce processus parce que les étapes vont les mettre trop mal à l'aise et parce que finalement, je pense qu'il y a des choses qu'on a au fond de nous qui nous bloquent plus ou moins en fonction de notre histoire personnelle. Et puis tu as ceux qui vont être plus à l'aise et qui vont réussir à avancer. Et c'est là où tu as besoin d'aide en fait. Moi, cette émission, je la fais pour dénoncer, mais aussi, j'espère, pour te faire ouvrir les yeux sur peut-être des problèmes financiers que tu as depuis des années et pour lesquels tu te refuses à des changements radicaux dont tu as besoin pour atteindre les résultats que tu convoites. Donc après, comme je le sous-entends, il y a plein de solutions qui sont très différentes. D'ailleurs, tu le vois, regarde, là on a même des groupes d'entraide pour les gens qui dépensent trop d'argent. Donc en réalité, il y a plein de solutions. La première, qui est hyper facile, c'est d'en parler. Je me répète, je sais, mais déjà, ose en parler. Ose aller voir quelqu'un autour de toi, quelqu'un en qui tu as suffisamment confiance et avec qui tu es suffisamment à l'aise pour lui dire « J'ai un problème financier, je n'y arrive pas, qu'est-ce que tu en penses ?» Et oui, peut-être que cette personne sera mal placée, peut-être qu'elle ne t'apportera pas l'apaisement ou les réponses ou même l'échange que tu attends. Mais ce que tu sous-estimes, je pense, c'est de trouver le courage d'oser dire quelque chose à quelqu'un de difficile qui va peut-être débloquer le fait ensuite d'aller parler avec les bonnes personnes. Et dernier point que je veux mettre en avant et qui est quand même important à mes yeux, c'est que si tu veux des résultats, très souvent, il y a un enjeu financier derrière. Je sais qu'on n'est pas à l'aise avec ça, tous autant que nous sommes. Quand on n'a pas de thunes, on a envie de trouver des solutions économiques. Mais la vérité, c'est que souvent, les solutions les plus efficaces, celles qui amènent le plus de résultats immédiats, sont moyennant un échange financier. Donc après, à toi de t'organiser comme tu veux. Mais par exemple, je vais te donner des exemples tout bêtes. Tout le monde prend des renseignements auprès de son comptable parce que ça coûte moins cher d'avoir un renseignement fiscal à son comptable qui ne comprend rien et qui va te donner un renseignement au demeurant, plutôt que d'aller payer un fiscaliste pour qu'il te donne le vrai renseignement qui va te rapporter vraiment beaucoup d'argent. Et en réalité, on est dans une démarche d'économie alors qu'on devrait être dans une démarche de conquête. Je te le répète souvent, mais tu dois chercher à augmenter tes revenus de sorte que les dépenses ne soient plus un problème plutôt qu'à diminuer tes dépenses parce qu'il y a toujours une limite à cette démarche. Tu es toujours limité quand il s'agit de réduire, alors qu'il n'y a pas de limite quand il s'agit d'augmenter. Alors oui, rajouter des dépenses par-dessus une dépense, surtout quand je fais une émission sur des comportements dépensiers, ce n'est pas une bonne idée. Mais, augmenter tes revenus, dans tous les cas, c'est toujours la meilleure idée. Donc, je pense que qu'importe le problème que tu peux avoir, la meilleure idée étant toujours la meilleure solution, je te laisse finir la phrase, dirige-toi vers la meilleure idée. C'est évident, mais je voulais te le dire. Donc là, tu vois, on a quelqu'un qui essaye de s'empêcher d'aller faire les boutiques parce qu'elle a peur de craquer. Et pour ça, elle a un parrain, des référents, elle en discute pour justement travailler sa problématique. Et ça te renvoie à ta situation qui peut être soit tu dépenses trop d'argent, soit tu n'arrives pas à faire suffisamment d'argent. Mais dans les deux cas, si tu ne travailles pas dessus, comment tu fais pour avoir des résultats ? Cette association gratuite
a permis à Stéphanie d'adopter une méthode pour changer son comportement, grâce à ce petit carnet. J'écris tout ce que je dépense. Et ça me permet d'avoir de la clarté et de savoir où part l'argent. Parce que le problème des acheteurs compulsifs, c'est que souvent ils se disent « mais où est parti l'argent, quoi ?» Et en fait, tout d'un coup, on voit noir sur blanc, voilà où part l'argent. Donc ça, c'est l'outil de base. C'est un truc qui manque dans la réalité. Les pieds sur terre. Elle calcule ainsi ses dépenses. Cela lui permet de rester dans des enveloppes fixées avec son parrain en fonction de son salaire. Je sais qu'en alimentation, je peux dépenser 500 € par mois. Je sais qu'en vêtements, je peux dépenser 150. Enfin voilà, c'est balisé. Et donc, je vois si je suis dans les clous. Donc, c'est un vrai garde-fou, un vrai guide. Donc vous considérez que vous en êtes sorti? On s'en sort jamais. Parce que ça revient vite, hein. Je veux dire, moi, ma nature première, c'est de claquer du pognon. C'est pas de tenir mes comptes. Voilà, il faut régulièrement que je me remette dans le droit chemin, quoi. Et les réunions, c'est vachement bien pour ça, parce que ça nous remet les idées en place. Donc, non, je suis pas guéri. Je serai jamais guéri. L'association est encore peu connue. Elle ne compte qu'une centaine de membres. 60 fois moins que pour les alcooliques anonymes. Je vais te partager pour finir une croyance très étrange. Je suis convaincu que les gens qui dépensent énormément d'argent sont susceptibles d'être ceux qui en gagnent le plus dans leur vie. C'est une corrélation très peu intuitive et pourtant, je pense que pour alimenter leur train de vie, ils ont la motivation nécessaire sans se poser des questions inutiles pour obtenir ce genre de résultats. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle vient de t'expliquer, c'est qu'elle a trouvé des contre-mesures pour justement faire face à ces addictions et que tu peux t'en inspirer en corrélation avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire ne fais pas toujours la même chose en espérant un résultat différent parce que malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on obtient des résultats. C'est évident, mais on l'a fait tous cette erreur. Trop souvent dans nos vies, on continue inlassablement à faire la même chose. Et pire, à des moments, il y a tout qui fonctionne bien et c'est là où on se relâche et où on commence à perdre le plus d'argent. C'est quand tout va bien que tu dois te préparer pour le moment où tout ira mal. Rappelle-toi, c'est quelque chose que je répète tout le temps. On gagne de l'argent pour les moments où on n'en gagnera plus. Et s'il y a bien quelque chose que les affaires m'ont appris, c'est que oui, on en gagne et parfois, on en perd. Et quand on en perd, mieux vaut avoir été capable d'anticiper cette baisse pour mieux rebondir. Parce que ça aussi, je le répète toujours, mais ceux qui arrivent à générer de l'argent sont ceux qui arrivent à rester le plus longtemps. Et pas ceux qui n'arrêtent pas sans cesse de changer d'activité et d'aller de gauche, de droite en remettant en cause soit ce qu'ils font, soit les comportements qu'ils ont, même si je trouve que c'est sain de se poser ce genre de questions. Bref, tu l'auras compris, c'était une émission qui était orientée sur la dépense. La dépense dans ta vie, tu ne peux pas l'éviter. Il faut plutôt chercher soit à l'optimiser, soit à vivre avec. Pour moi, en soi, ce n'est pas un problème dans la mesure où tu es concentré sur les revenus et où tu arrives à faire grandir tes revenus. Obtiens de gros revenus, apprends à savoir les faire grandir sans limite, en permanence et tout le temps. Et les dépenses ne seront jamais un problème pour toi dans ta vie. L'émission se termine. Et je suis désolé car elle a été relativement longue et en même temps, je n'ai pas pu vraiment tout te dire. J'ai laissé passer des petits détails. Le message de fond, il est très simple. Tout d'abord, j'ai totalement conscience qu'on a des dépenses qui sont obligatoires et qui font partie de la vie. Je ne veux pas que tu penses que je critique le fait de dépenser. Par contre, je critique forcément le fait de ne pas faire attention à tes dépenses et de ne pas essayer d'améliorer ton quotidien. Dépenser, c'est normal. Dépenser, ça fait partie de la vie. Il faut aussi se faire plaisir, mais tu dois le faire en ayant conscience que tu as un potentiel financier et en essayant à minima de l'exploiter. C'est vraiment le message de fond de cette émission. Deuxième élément hyper important, on peut toujours mieux faire et à des moments aussi, il faut savoir se relâcher. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est ce que je veux quand même te faire passer comme message. Oui, dans la vie et financièrement, il y a une phase pendant laquelle il faut faire des efforts, mais il y a une phase tout aussi importante où il faut aussi se faire plaisir. Et je veux quand même en toucher un mot ici. Personnellement, ça fait partie des choses que je pense avoir ratées pendant une période de ma vie. Bon, je me rattrape aujourd'hui, donc je suis quand même assez satisfait de ça. Mais fais-toi plaisir, marque le coup, prends des décisions, prends de l'argent pour toi. Bien évidemment, tu investis, tu t'engages dans l'investissement et quand tu as des réussites, bien tu te fais plaisir. C'est pas grave si pendant 3-4 mois, tu t'es relâché, tu t'es fait du bien. C'est pour mieux repartir de plus belle. Je pense que la vie, c'est un équilibre et qu'il y a des moments où il faut s'engager, s'investir et il y a des moments où il faut se faire plaisir.
Ce n'est pas une émission de critique, c'est vraiment une émission pour te faire prendre conscience de cette situation dont je ne parle que trop peu et qui pourtant est un des pendants de tout ce que j'essaye de véhiculer autour de l'investissement, l'argent, le placement, etc., etc. Mais si tu m'écoutes et que tu es là, je ne suis pas inquiet, je sais que tout ça, tu le sais déjà. On arrive au bout de l'émission, je te remercie de ton attention, d'être toujours là sur ces podcasts parce que je sais qu'il y a les fidèles et ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que depuis un certain temps, je répète que je veux changer les podcasts. Pour l'instant, je fais des recherches, je suis en train d'essayer de concevoir un nouveau concept d'émission. Ça va venir, je n'ai pas encore ce concept, mais il va arriver. En tout cas, je continue, ne t'inquiète pas. Il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne, de nouvelles choses. J'ai envie un peu d'amener de la nouveauté et j'espère que le podcast, lui aussi, va évoluer. Je ne suis pas inquiet. Je vais te proposer des trucs et on va s'orienter sur de nouvelles émissions qui, j'espère, seront tout autant intéressantes que celles que je viens de faire aujourd'hui ou que les prochaines que je vais produire. Merci pour ton écoute et ta présence. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux travailler avec moi. En ce moment, tu peux, au travers des liens, réserver un appel gratuit pour un appel stratégique sur ta situation pour faire un peu un point de là où tu en es et voir si, avec les produits que je propose, eh bien, tu ne pourrais pas avancer plus vite et plus loin. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver, c'est les liens dans la description. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!